bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans À l'air libre. Nous sommes le 24 novembre 2020. Au sommaire de cette émission, 2 membres du gouvernement et un préfet sommés de rendre des comptes. Le premier, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, après l'expulsion violente hier soir de centaines de migrants qui venaient de s'installer place de la République. Des tentes arrachées, un journaliste frappé, nouveau déferlement de violences policières alors que l'Assemblée nationale a voté en première lecture la loi sécurité globale contestée de toutes parts. La police est-elle encore sous contrôle? On en parle avec notre invité, le sociologue Fabien Jobard. L'autre membre du gouvernement sur la sellette, c'est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, impliqué malgré ses dénégations dans le scandale du syndicat étudiant Avenir lycéen révélé par Mediapart. Enquête dans À l'air libre avec un témoignage exclusif et notre journaliste Antionne Rouget. À l'air libre, c'est parti. Et d'abord, ces images de la place de la République hier soir, des centaines de migrants évacués, évacuation brutale, violente. À l'air libre y était, on regarde le reportage de Christophe Guignot. Ça s'est passé hier soir, place de la République à Paris, et les scènes qu'on y a vues, honnêtement, nous révulsent. Peu avant 20h, en effet, des centaines de personnes, des migrants chassés une semaine auparavant de leur campement en Seine-Saint-Denis sans solution de logement, mais aussi leur soutien, se sont retrouvés sur place pour installer environ 500 tentes. Une façon pour les associations de visibiliser l'invisible. Yann de l'association Utopia explique. Les exilés ne voulaient pas faire cette action, ils voulaient simplement être mis à l'abri. Et aujourd'hui, depuis ce matin, on essaye de joindre tout le monde. Et la mairie nous a dit en fin de journée, on a fait des propositions à la préfecture. La préfecture ne nous a pas répondu. En clair, ils veulent laisser et continuer à chasser ces populations dans tout le nord parisien. C'est la responsabilité de l'État. L'accueil des réfugiés, c'est un dossier qui appartient à l'État. Les élus font ce qu'ils peuvent. Et il est évident qu'Anne Hidalgo et tous les élus de France ne peuvent pas régler la problématique des exilés. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Sauf que dans la France d'Emmanuel Macron, ça ne fonctionne pas comme ça. Très vite, un important dispositif de force de l'ordre est déployé, des gendarmes mobiles, bientôt rejoints par des policiers, dont certains en civil. Des tentes sont confisquées, arrachées souvent dans la confusion, alors que les soutiens donnent de la voix. Parfois même avec leurs occupants à l'intérieur. Certains réfugiés repoussés ne peuvent retourner chercher leurs affaires, des soutiens sont traînés au sol. Des élus sont sur place, comme par exemple le député Éric Coquerel de la France Insoumise. Pour lui, les choses sont claires. C'est pas seulement ce soir, c'est ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire le fait qu'il y ait l'évacuation du camp de Saint-Denis dans sa construction et que non seulement on a laissé 500 à 600 personnes sans abri, mais en plus on les a évacuées plus que rudement avec leur soutien. Et depuis, on veut faire en sorte de les invisibiliser comme s'ils n'existaient pas. Bah si, ils continuent d'exister. Donc sur le court terme, là, il faut trouver une solution maintenant. Quelques minutes plus tard, le même Coquerel se fâche contre la police. Non, votre collègue m'a poussé. Il y en a même un autre qui s'est joué avec une matraque. Non, on n'a rien dans les mains, regardez. Tout à l'heure, un de vos collègues. Mais nous, on n'a rien dans les mains. Donc, monsieur, je suis là tranquillement, vous ne me poussez pas, d'accord? Oui, mais là, monsieur, ça ne me poussez pas, c'est un élu, c'est un élu. Oh, élu de la République. C'est vous, élu de la République. Oh, oui, mais vous ne le poussez pas, vous voyez. Non, mais ça va, ouais. De son côté, le commissaire chargé de l'évacuation admet face à l'élue parisienne Audrey Poulevard, venue sur place, son impuissance. On l'écoute. Ce qui est incompréhensible pour nous, c'est que là, vous obéissez à un ordre. Je comprends. Vous évacuez ces personnes de façon musclée, on va dire, mais elles ne vont pas s'évaporer. J'en suis conscient. Elles vont aller 500 mètres plus loin, elles vont aller 1 kilomètre plus loin. Donc dans 2 heures, vous allez aller les déloger 1 kilomètre plus loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la solution de la minute d'après. Il est un peu plus de 23h, la place est évacuée, des dizaines de migrants et leurs soutiens tentent de se diriger vers l'hôtel de ville en cortège. Des soutiens donc, mais aussi et surtout des exilés avec leur maigre pactage. Mais bien vite, cela ressemble plutôt à une chasse à l'homme dans les rues de Paris, avec lacrymo et tir du flashball en dépit des demandes. Une demande pas vraiment entendue par les forces de l'ordre, comme en témoignent ces images tournées par un reporter indépendant. Des journalistes comme Rémi Buzine de Brut sont eux aussi malmenés. Respectez la presse, eh ben respectez-nous d'abord, respectez-nous. Arrêtez, putain! Arrêtez! C'est la troisième fois que vous me frappez tout à l'heure.
stop. Mais la double peine, c'est surtout pour les migrants condamnés à errer sans but, certes, mais pas dans la capitale, comme l'explique Yann d'Utopia 56. L'objectif de la police ce soir, c'est de disperser tout le monde, de ventiler, comme ils disent. Et puis derrière, toutes ces populations vont être chassées vers le nord parisien, comme d'habitude, en fait, repoussées en dehors de Paris. Comme l'a dit monsieur le préfet l'Allemand, le roi du démantèlement. Plus de campements dans Paris. Et ce soir, on lui a montré qu'il était encore possible de monter des campements. Et puis, je pense que cette action, c'est la première et il y en aura d'autres. En attendant, c'est retour casse-départ pour les migrants, avec une nouvelle nuit dehors à Aubervilliers. Des images de Christophe Gueugnaud, Youmi Kezouf et Armel Baudet que vous pouvez évidemment retrouver aussi sur Mediapart. Avec nous, Fabien Jobard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, vous travaillez depuis des années sur la police et vous venez de publier ce livre, Politique du désordre, la police des manifestations en France, édition du Seuil, qui raconte l'histoire, dites-vous, d'un glissement de l'encadrement des manifestations à leur gestion autoritaire. C'est l'expression que vous employez. Un mot sur ce qu'on vient de voir ? Ce qu'on vient de voir, ça résume effectivement beaucoup de choses de ces dernières années. D'abord, la hantise de la part des pouvoirs publics de tout mouvement qui s'installe quelque part. Les préfets aujourd'hui sont formés en France à craindre tout ce qui peut, de près ou de loin, ressembler à une zone d'occupation temporaire, voire, le pire de tout, une ZAD. Et en ce qui concerne les migrants, la peur du campement. Donc effectivement, comme le dialogue entre Audrey Pulvar et le commissaire responsable de l'intervention le montrait, on intervient le plus tôt possible pour éviter que se mettent en place des habitudes, apporter de la nourriture, apporter de l'eau, mettre en place des toilettes sèches, que sais-je, qui transforment la place de la République et qui rendent plus tard l'évacuation médiatiquement beaucoup plus difficile. Ça explique une intervention très précoce, quasiment instantanée, brutale, quasi instantanée, qui a l'avantage en plus, puisqu'on est dans une bataille de l'image. La manifestation, c'est rendre manifeste et rendre visibles les choses. Là, elle a l'avantage en hiver de se dérouler de nuit, donc ça explique cette intervention très, très rapide. Bien sûr, les migrants ne sont pas seuls. Il y a autour d'eux, depuis au moins les années 70, tout un ensemble d'associations, y compris d'élus locaux, Audrey Pulvar, d'élus nationaux comme Éric Coquerel. Et donc ça donne ces images difficilement compréhensibles d'élus de la République ne pouvant être entendus, ne parlant presque pas la même langue que des policiers qui semblent exécuter des ordres venus d'une autorité très lointaine. Alors tout ça, on l'a dit, s'est déroulé évidemment au cœur de Paris, a été filmé par des dizaines de caméras et d'iPhone, guerre de l'image, on y reviendra. Violence au vu et au su de tout le monde, à laquelle le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est senti obligé de répondre dans un tweet hier soir à 23h57. Certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants sont choquantes. Je viens de demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au préfet de police d'ici demain midi. Et de ce rapport, il a donné des nouvelles. Tweet à 12h03 ce mardi. Le rapport de police du préfet du préfet de police sur l'évacuation du campement illicite Place de la République m'a été remis ce matin. Celui-ci m'a proposé la saisine de l'IGPN sur plusieurs faits inacceptables. Et donc j'ai demandé à l'IGPN de remettre ses conclusions sous 48 heures et les rendrait publiques. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces enquêtes de l'IGPN ? Écoutez, de ces enquêtes de l'IGPN, on peut attendre des résultats concrets, je pense, et je le dis vraiment en toute sincérité, parce que précisément, les policiers qui ont ici commis des violences qui ne paraissent pas être nécessaires. La violence policière, c'est très simple, elle est légitime lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée à la violence qui leur est opposée. Bon. L'exemple type d'une violence non nécessaire, c'est le croche-patte qu'on vient de voir, et qui a une histoire dans l'immigration européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque les migrants passent la frontière de la Serbie à la Hongrie, une journaliste... En 2015, je crois. En septembre-octobre 2015, une journaliste fait un croche-patte à l'un des migrants et ça a indigné l'Europe entière. Et vous vous souvenez que dans les dernières manifestations Gilets jaunes avant le confinement, un policier commet un croche-patte et c'est ce croche-patte qui amène pour la première fois le ministre Castaner à réagir. On est dans l'exemple type d'une violence qui fait plaisir, d'une violence de
cour de récré, qui sera sans doute moins dommageable que, par exemple, des tirs de LBD, des mutilations, mais qui se donnent à voir en toute gratuité. Et on peut imaginer, là, très sincèrement, que l'auteur de ce croche-patte-là soit poursuivi, soit sanctionné par l'IGPN. Alors, si on en croit BFM TV, justement, qui a publié un tweet cet après-midi, eh bien justement, ce policier qui a fait le croche-patte, c'est également celui qui a agressé Rémi Buzine, le journaliste, serait, on n'a pas vérifié l'information à Mediapart, c'est ce qu'affirme BFM TV, un commissaire divisionnaire de la BAC de nuit du 93, de Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça vous étonne ? En tout cas, ce que ça illustre, c'est le fait que aujourd'hui, le préfet de police est à la tête d'une force considérable. Il y a 15 ans, le préfet de police dirigeait les policiers de la ville de Paris. Voilà, de la ville de Paris, expression est impropre, puisque la ville de Paris n'a pas, en tout cas pas encore, de police municipale, c'est en discussion au Parlement actuellement. Il dirigeait les policiers de la police nationale sur Paris. Une loi a étendu, de 2008, si je me souviens bien, a étendu ses compétences sur l'ensemble des départements alentours. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui un chef de police qui est compétent sur un territoire de 1000 km², c'est-à-dire 7 millions, plus de 7 millions d'habitants. C'est absolument considérable. Ça veut dire qu'effectivement, s'il se passe quelque chose à Mantes-la-Jolie, on peut amener des policiers de Melun ou Meaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune connaissance du milieu local, qui interviennent sur un territoire qui leur est inconnu et qui, je reprends l'expression du ministre Hortefeux à l'époque, sont employés comme des forces projetables. Et on voit bien comment des logiques de militarisation imprègne le maintien de l'ordre aujourd'hui, dans la mesure où on fait appel à des forces que depuis une salle de commandement, on va projeter ici, là, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Bon, et ils interviennent de manière évidemment brutale, parce qu'on leur demande tout simplement de mettre fin à un désordre sans chercher à comprendre qui ou quoi. Deuxième chose, BAC, Brigade Anticriminalité, sont des forces en civil qui ont été formées dans les années 90 pour mettre un terme à pour faire du flagrant délit. Oui. Et on voit bien qu'au fond, le maintien de l'ordre, ce sont logiquement des opérations de police ou des gros bataillons formés pour ça, CRS, gendarmerie mobile, viennent gérer des foules et non pas des petites escouades de policiers qui viennent faire de l'interpellation et du flagrant délit. Aux États-Unis, qui est un pays que vous connaissez bien, je crois, on a assisté à cette SWAT-isation de la police. Les SWAT, ce sont des petits commandos. On forme des policiers en petits commandos qui viennent forcer des portes, mettre fin à une prise d'otage, arrêter un trafiquant de drogue. Et au fond, ces missions de police, qui sont parfaitement légitimes dans un certain nombre de contextes, évidemment, il faut disposer de ces forces-là, en maintien de l'ordre, apparaissent complètement orthogonales à la nécessité de gérer des foules en les mettant à distance et en pacifiant les situations. Alors, vous parlez dans votre livre de brutalisation du maintien de l'ordre, avec cette logique dont vous parlez, de militarisation. Est-ce que ce quinquennat... c'est la généralisation de ces méthodes-là, c'est-à-dire comment se rencontrent justement ces doctrines qui ont évolué au sein de la police et de la gendarmerie ces dernières années, dont vous décrivez l'évolution dans le livre, avec le pouvoir aujourd'hui de ce gouvernement. En fait, les doctrines de police, elles n'ont pas tellement évolué en ce qui concerne le maintien de l'ordre. On sait que, et tous les chefs de police et de gendarmerie vous le diront, le maintien de l'ordre, c'est tenter de mettre fin à des désordres sans créer des désordres plus grands que ceux qu'on essaye de réprimer. Ce qui a changé, c'est les délais d'intervention. On intervient au moindre désordre. Il y a aujourd'hui une moindre tolérance au désordre. Les chaînes d'information continuent. Ils sont pour beaucoup ici, parce que le moindre feu de poubelle est exposé pendant toute une après-midi sur les écrans de télévision. Aujourd'hui, on l'a vu là hier sur la place de la République, on intervient dès le moindre début d'occupation d'une place publique, parfois même de terrain privé. Aujourd'hui, surtout, on a de moins en moins de forces de gendarmerie mobile et des compagnies républicaines de sécurité à disposition, parce qu'on a fait en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Il y a un contexte austéritaire aussi, vous avez expliqué. C'est effectivement le produit d'abord du budget de l'État. Ces forces-là coûtent cher parce que
elles sont une bonne partie du temps en formation. Et on préfère avoir du bleu dans les rues, comme disait le député Devedjian à l'époque. On préfère avoir des policiers là tout de suite dans la rue plutôt que sur leur terrain de formation. Et donc on fait appel à des policiers qui sont moins formés, voire qui ne sont pas du tout formés à ces tâches-là, pour gérer des manifestations. Et puis on s'était convaincu, vous vous souvenez de cette déclaration de Nicolas Sarkozy, hilar devant son parti, l'UMP. Il leur avait dit, en 2008, il était président de la République, il intervenait devant son propre parti, et il leur disait ce qu'il y a de bien aujourd'hui en France, c'est quand il y a une grève, on s'en rend même plus compte. Et si vous voulez, les grévistes potentiels, les salariés, les travailleurs se sont dit très bien, on ne va plus faire grève, on ne va plus manifester, on va faire autre chose. Et on va bloquer, on va se réunir, mais sans déclarer de manifestation. Et tous ces mouvements désordonnés, les mouvements des Gilets jaunes, c'est ça, c'est le retour du désordre comme moyen d'interpellation du politique. Évidemment, ça a entraîné une réponse immédiatement policière. Alors, c'est dans ce contexte, ce qu'on voit les images, ce qu'on a vu Place de la République, ça s'inscrit dans un contexte particulier. L'Assemblée nationale est en train, pendant qu'on enregistre cette émission, d'adopter la proposition de loi sécurité globale en première lecture. On en reparlera demain, d'ailleurs, de ce vote. Vous, cette loi, en 2 mots, vous en pensez quoi ? Alors, c'est une loi qui s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large de réforme de la police et des forces de l'ordre en France. Parallèlement à la loi, il y a le schéma national du maintien de l'ordre qui a été publié en septembre, mais qui n'est peut-être pas définitif. Et puis il y a le livret blanc sur la sécurité qui a été publié également il y a quelques semaines. La loi, elle a 3 volets. Elle a un volet qui donne plus de compétences aux forces de sécurité privées, aux salariés des entreprises privées qui assurent des tâches de sécurité. Plus de compétences aux polices municipales, sans les aligner non plus sur les compétences des gendarmes et des policiers nationaux. Et puis de surveillance qui sont les éléments les plus critiqués. Et puis, alors, effectivement, ces 2 articles-là, 22-24, article 24 qui concerne la liberté d'informer. L'article sur les drones, le 22. Et puis l'article sur les drones. L'article sur les drones, c'est un article très classique. Dès qu'il y a une technologie nouvelle, les policiers s'en emparent et ils en font usage. Le Conseil d'État dit souvent c'est pas très réglo, et donc la loi vient valider ce que les policiers font. C'est à peu près ce qui se passe là. C'est très classique, on l'a vu, des écoutes téléphoniques il y a quelques décennies aux drones aujourd'hui. La loi qui entraîne... qui impose, qui crée le nouveau délit, qui est celui qui consiste à filmer des policiers dans le but de leur nuire, psychiquement ou physiquement. C'est un article qui est très mal rédigé, qui est confus au possible, qui crée un nouveau délit qui est en fait déjà prévu. Porter atteinte à un policier, ça n'est pas autorisé, c'est pas une surprise de le dire. Et puis c'est une loi sur laquelle le ministre tente de revenir en introduisant un petit amendement qui dit tout ceci se fera sans préjudice de la liberté d'informer. Bon, on voit que c'est une loi dans laquelle beaucoup de gens ne croient pas forcément. Dans laquelle le politique, en tout cas les parlementaires, vont s'embourber longtemps, le ministre sans doute. Ce qui est certain, c'est que si la loi passe, quelle que soit sa rédaction, si la loi passe, les syndicats de police vont crier victoire. Vous savez que les syndicats de police sont en situation de concurrence permanente. Et donc, dans les services de police, dans les commissariats, ils vont dire « c'est notre victoire. Vous ne serez plus filmés, chers collègues. » Et à tous les coups, les policiers se sentiront, et d'ailleurs en toute sincérité, autorisés à interdire qu'on les filme, quand bien même, vous savez qu'il y a une circulaire de décembre 2008 qui interdit les policiers d'interdire de filmer, puis la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, si le Conseil constitutionnel n'est pas intervenu avant, empêchera cette loi, mais n'empêchera pas forcément la pratique. Ouais, c'est bien d'ailleurs l'analyse qu'on en a fait ici à Mediapart. Alors, sur cette loi, justement, on va rentrer dans la tête d'une députée LREM en ce moment. On l'a rencontrée ce matin avec Célia Mebroukine à l'Assemblée nationale, une élue qui s'appelle Nathalie Sarl, députée LREM de l'Allier. Sur l'évacuation de la place de la République, en quelques mots, vous allez voir, elle reprend les éléments de langage de nombreux députés LREM.
cas les associations et certaines personnes politiques, ont provoqué une situation de malaise, en fait, d'installation de personnes à qui on n'apportait pas de réponse sur la place de la République pour mobiliser l'attention, en fait, de nos concitoyens sur ce qu'il se passait pour ces migrants à qui on n'apporte pas de réponse d'hébergement. Comme la proposition a été, je peux me permettre de dire, un peu provocatrice, eh bien, je pense que la situation ne pouvait se terminer autrement qu'en dégénérant. Mais sur la loi sécurité globale, elle est beaucoup plus critique, finalement, comme vous. Elle nous a dit ce matin qu'elle comptait s'abstenir. Elle a même confié à France Bleu hier, nous allons tranquillement vers un État autoritaire. On va avec un texte qui était bancal, maladroit, qui, à mon sens, rajoutait des propositions qui n'avaient pas lieu d'être, parce qu'aujourd'hui, nous avons un arsenal juridique, pénal, qui est déjà largement suffisant. Vous allez faire quoi? Je vais m'abstenir. Je ne veux pas donner mon quitus à l'article 24, mais aussi à l'article 25, qui, vous savez, aujourd'hui permet donc de porter les armes pour donc les gendarmes et les policiers en dehors de leurs aires de service dans les établissements publics. Moi, je suis une fille de militante, je suis une fille de syndicaliste, je suis moi-même une personne engagée, et je considère que la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale, que la liberté de manifester, c'est une liberté fondamentale. Les caméras, les armes, non. Aujourd'hui, moi, je veux pouvoir aller et venir aussi, sans qu'on sache tout le temps que je suis, parce que je pense que la dignité d'une personne, le respect de ma vie privée, c'est aussi important. Je ne souhaite pas être filmée tout le temps. Je ne veux pas que notre société ressemble à celle que l'on a actuellement outre-Atlantique, hein, où on a des personnes armées de partout, des policiers armés de partout qui utilisaient leurs armes à tort et à travers. Je pense qu'il faut que nous soyons très prudents. Fabien Jobard, cette intervention, cet entretien de la députée LREM qui va s'abstenir, c'est déjà beaucoup par rapport à son camp. En même temps, d'autres vont probablement, on ne sait pas encore, hein, c'est en train d'être voté là pendant qu'on parle, mais vont probablement s'opposer au sein de la majorité, mais ils seront de toute façon minoritaires. Donc même des gens qui s'abstiennent, ils sont minoritaires au sein de LREM. Elle a dit ses arguments. En même temps, elle défend aussi l'intervention hier de la police. Qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état du débat autour de la police et de son intervention au sein de la majorité actuelle? Ça dit la grande difficulté aujourd'hui pour les parlementaires, qui sont déjà pas structurellement dans la Ve République en position de force, la grande difficulté pour le politique de manière générale, à pouvoir se montrer ferme à l'égard des appareils policiers, et notamment de la police nationale, qui par rapport à la gendarmerie a ce site particulier que c'est un corps très fortement syndiqué. Et vous savez, je réfléchissais récemment à combien un chef syndical, secrétaire général d'une organisation de syndicats de police, voit passer de ministre de l'Intérieur au cours de son exercice. Je pense par exemple... Ça défile. Qui reste en place aujourd'hui? Ce sont les secrétaires généraux des syndicats de police qui passent. Nous sommes à 3 ans et demi du quinquennat. On a déjà eu 3 ministres de l'Intérieur. Je ne suis pas sûr qu'un seul patron de syndicats policiers ait changé depuis mai 2017. Donc si vous voulez, ce sont eux qui ont les clés de la maison, et dans le désarroi de la parlementaire que vous avez interrogée aujourd'hui, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire la capacité du politique, notamment de la représentation nationale, à assurer le contrôle de la police en France. Merci beaucoup Fabien Jobard. On rappelle votre livre « Politique du désordre, la police des manifestations en France », un retour historique sur les manifestations et sur cette brutalisation du maintien de l'ordre actuel depuis quelques années que vous racontez dans ce livre, pile dans évidemment l'actualité bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En 2 mots sur ce dossier, un nouveau rassemblement prévu ce soir en solidarité avec les migrants Place de la République, et sur Mediapart, lisez notre dossier spécial avec notamment le parti pris de Karine Fouteau et Mathilde Mathieu, Place de la République, le déshonneur. Et dans cette actualité chargée, il y a un autre ministre sur la sellette, il s'appelle Jean-Michel Blanquer, il est ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Antione Rouget. Bonjour. Tu es journaliste à Mediapart, tu enquêtes depuis plusieurs semaines sur une organisation lycéenne qui s'appelle Avenir Lycéen, une affaire de malversation présumée de ce syndicat favorable à Jean-Michel Blanquer qui est en train de toucher directement le ministre. Alors Antione, on va revenir avec toi sur cette affaire en plusieurs points. Tu publies un premier article le 8 novembre, il s'appelle « Le syndicat lycéen chouchou de Blanquer
Blanquer dilapide l'argent du ministère. Antione, que nous apprend cet article ? Donc, cette première enquête du 8 novembre, il y a un certain nombre de faits et une interrogation principale qui est le fil rouge finalement de toute cette affaire et l'interrogation encore aujourd'hui qu'on a notamment sur la responsabilité de Jean-Michel Blanquer. Donc les faits, c'est quoi? C'est un syndicat lycéen créé en 2018 qui est un syndicat pro-Blanquer, pro-gouvernement et qui touche une importante subvention l'année suivante, en 2019, de 65 000 euros, dont 40 000 euros pour l'organisation d'un congrès. Or, ce congrès n'a jamais existé et l'argent a été dépensé pour notamment faire la fête ou pour acheter du matériel informatique qui n'est d'ailleurs pas utilisé dans le cadre des activités du syndicat. Donc l'affaire est très simple à comprendre et en parallèle de ça, il y a des alertes. Il y a des alertes à l'intérieur du syndicat à l'été 2020, en juin et en juillet 2020. Un certain nombre de membres du syndicat qui n'ont pas accès aux comptes, mais qui voient très bien qu'il y a des personnes qui ont un train de vie assez important, qui font souvent chauffer la carte bleue, etc., vont signifier des alertes notamment écrites au DNVL, le délégué national de la vie lycéenne du ministère de l'Éducation, qui s'appelle Christophe Brunel. Un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale. Oui, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été placé là par Jean-Michel Blanquer, qui est un militant affiché de La République En Marche et qui est l'œil de Moscou, c'est-à-dire l'interlocuteur de Jean-Michel Blanquer auprès des lycéens. Il n'y a pas 10 intermédiaires entre Christophe Brunel et Jean-Michel Blanquer, ils sont en prise directe sur les questions liées aux actions lycéennes. Et donc de ces faits-là surgissent une interrogation dans cette enquête qui est: pourquoi le ministère n'a-t-il pas réagi et pourquoi a-t-il enterré les alertes? Alors, tu publies cet article et que se passe-t-il ensuite en 2 mots? Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Donc le lendemain de la publication de cette enquête, il y a une assemblée générale extraordinaire au niveau du syndicat parce qu'il y a beaucoup de militants qui n'étaient pas du tout informés de ça et donc qui découvrent les chiffres, qui sont évidemment stupéfaits de l'ampleur des révélations, qui demandent des comptes, qui n'ont des réponses qui ne sont pas jugées pas satisfaisantes et il y a une vague de départ absolument importante, notamment 8 membres du bureau exécutif dont le président du syndicat. Donc finalement, ne reste à l'intérieur du syndicat que les personnes qui ont accepté de croire les versions de certains ou qui ont profité de certaines dépenses litigieuses. Il y a une réaction du ministère, le ministère de l'Éducation nationale m'appelle, un haut fonctionnaire du ministère m'appelle et m'indique, d'abord me remercie pour ces révélations, me dit nous on n'a pas pu contrôler les dépenses internes du syndicat, etc. Mais ce que vous nous racontez là est évidemment scandaleux si c'est avéré. Donc on va lancer une enquête administrative et par ailleurs on va suspendre le versement d'une nouvelle subvention parce que malgré les alertes, le ministère avait fait droit à la demande de subvention 2020 pour Avenir lycéen qui était de 30 000 euros. Donc le haut fonctionnaire me dit que finalement le ministère va lancer une enquête interne, administrative, mais évidemment ça n'arrête pas le débat public, l'opinion s'en empare, les médias, notamment le journal Libération qui a ensuite enquêté sur les liens entre Jean-Michel Blanquer et le syndicat et donc cette affaire continue à monter les semaines suivantes. Alors tu l'as dit, dans cette affaire il y a eu des alertes, notamment une que tu t'es procurée dans le cadre de cette enquête. Antione, c'est un mail intitulé « Le véritable visage d'Avenir lycéen ». Dans 3 pages, il détaille comment les subventions ont été utilisées, restaurants primés, bouteilles de champagne et de vin. Il pointe le caractère injustifiable de se restaurer et de dormir dans des lieux luxueux aux frais du contribuable. Il alerte aussi sur l'achat d'environ 20 000 euros de matériel informatique, totalement injustifiable et inutile. Alors ce mail, il est adressé à celui qui peut faire remonter les infos, tu l'as dit, Christophe Brunel, on le voit ici, le délégué national à la vie lycéenne au ministère de l'Éducation nationale, auprès de Jean-Michel Blanquer. Alors ce mail, il a été écrit par un ancien membre d'Avenir lycéen que nous avons rencontré. Valentine Auberti et Youmni Kezouf sont allés à sa rencontre quelque part en France. On ne vous dit pas où, parce que Pierre, c'est un prénom d'emprunt, veut rester anonyme. Il fait son service civique en lien avec l'éducation nationale. Il a 18 ans, il est en première année de fac. Il nous raconte ce qu'il a découvert lorsqu'il était à Avenir lycéen. C'est bien vous qui avez écrit ce mail. Oui. En fait, dans ce mail, vous commencez par dénoncer des dépenses qui n'ont rien à voir avec l'activité du syndicat. Voilà,
Sous couvert d'une potentielle activité, il y avait des déplacements qui étaient opérés, des restaurants primés dans lesquels les personnes impliquées allaient. Il y avait les grands hôtels, les grands restaurants, les déplacements incessants des membres, que ce soit de Lens à Paris, de Paris à Lyon, de Bordeaux à Paris, de Lens, de Lyon à Bordeaux. Enfin, que des déplacements qui n'ont pas de sens. Hein, parce Ça que ne justifie pas tout ça selon vous? Selon moi, c'est pas justifiable. Sous couvert du coup d'un séminaire de travail, il y a tous les à côté. Comme c'est écrit dans le mail. C'est pas un travail acharné, il y a 10 minutes de travail, on regarde un peu la feuille de route, ce qu'il y a à faire, et ça prend que 10 minutes. C'est quelque chose, on se réunit dans le Airbnb, on s'assoit autour d'une table, on prend une photo, et après on va à la plage, on va se baigner, on va dans les restaurants, on invite des gens extérieurs à l'association. Tout ça aux frais du contribuable. Vous parlez de dépenses de matériel informatique, un MacBook, un iPad, un Magic Keyboard, un vidéoprojecteur, tout ça pour un peu plus de 20 000 €. Ça non plus, c'était pas justifié. Les adhérents doivent être au courant des dépenses. Là, ces dépenses ont été opérées sans l'aval des adhérents, sans l'aval du conseil d'administration, sans prévention de quiconque au sein de l'association. Et ça vous choque? Oui. Oui, on est censé représenter les lycéens et se restaurer, se déplacer, prendre des trains première classe. Énormément de lycéens et d'étudiants sont dans la précarité, vivent très mal la période actuelle. Comment on peut se permettre de se placer en tant que représentant lycéen quand on se permet de faire des dépenses de cet ordre-là, de ces montants-là, sans se poser davantage de questions et trouver ça normal d'autant plus? Choqué, donc, il écrit le fameux mail à Christophe Brunel, on en a parlé, le délégué national à la vie lycéenne au ministère, qui le rappelle, et la teneur de leur discussion étonne beaucoup le jeune homme. Ça ressemble quand même étrangement à du détournement de fonds publics. Et là, on semble ne pas être d'accord, parce que visiblement, selon lui, selon lui, ce sont des petites sommes, 65 000 € compte tenu du budget de l'éducation nationale, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas à quoi en faire toute une affaire. Et il me dit du coup qu'il transmettra le mail au cabinet du ministre. Et après, ça sera à eux d'aviser que lui ne peut rien faire de plus. D'accord, donc il dit qu'il va transmettre au cabinet du ministre. Oui, il dit qu'il transmettra au cabinet du ministre. Je ne sais pas si cela a été fait ou pas. Donc, a priori, le cabinet du ministre était au courant? Oui. Selon Pierre, donc, Christophe Brunel devait avertir le cabinet du ministre. Jean-Michel Blanquer pouvait-il ignorer personnellement ces débordements? Voilà ce qu'en dit le jeune homme. Ça, c'est vraiment une question qui fait sourire. Parce qu'aujourd'hui, regardez le fonctionnement de l'éducation nationale. Le ministre est en rapport direct avec tous les recteurs de France. Il les a très régulièrement en visioconférence. C'est vraiment un ministère centré autour de la figure du ministre. Donc, je pense que c'est hallucinant de dire que le ministre n'a pas été mis au courant. Lui qui sait absolument tout ce qui se passe dans tous les lycées de France, qui sait tout ce que les proviseurs font, etc., qui a des rapports, je pense, tous les jours sur son bureau, de se dire qu'il y a une association qui lui est favorable, qui détourne des fonds et qui n'est pas mis au courant. C'est aussi une réponse totalement lunaire. Ça vous paraît improbable? C'est impossible. C'est impossible qu'il ne sache pas? C'est impossible. Qu'il n'ait pas su? C'est impossible. C'est impossible qu'il n'ait pas su, dit-il. Donc Pierre est assez catégorique quand même dans cet entretien. Pourtant, Jean-Michel Blanquer, lui, nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Plusieurs déclarations au cours des jours précédents. On va d'abord écouter sa réponse, c'était dimanche sur RTL. Bon, pourquoi pas une commission d'enquête, ça peut être intéressant. Vous savez, moi j'aime bien quand il y a des enquêtes, je trouve que c'est très important pour la démocratie qu'on ait ce type de travail. Mais là, si quelqu'un regarde de près ce qui est dit dans ces articles, il y a vraiment beaucoup de choses et peu de lapins, comme on dit chez moi. C'est-à-dire, on voit bien que Libération et Mediapart essayent de faire une affaire à partir de rien. Vous avez juste des lycéens qui ont peut-être dépensé de manière inopinée l'argent qu'ils avaient. J'ai tout de suite demandé à ce qu'il y ait une enquête là-dessus. Point à la ligne. Une affaire à partir de rien, donc. Et hier, te voici, nous voici, mais aussi Libération, qui a écrit, tu l'as dit, sur cette affaire, accusée de sombres manœuvres politiques. Vous ne voyez pas que c'est une affaire cousue de fil blanc par des secteurs de l'ultra-gauche qui ont finalement un reproche à faire à cette association, c'est que pour une fois, il y avait une association de lycéens qui n'était pas proche d'eux. C'est la réalité de ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a rien d'autre que cela, il n'y a pas d'affaire.
Alors Antione, il attaque Jean-Michel Blanquer, mais il ne répond pas vraiment aux questions que tu as soulevées. Là, on arrive à un moment vraiment intéressant auquel on est régulièrement confronté à Mediapart. C'est quand les pièces du puzzle commencent à s'accumuler et qu'on voit vraiment apparaître tous les leviers d'une affaire. On voit que le ministre change complètement de stratégie et part sur un sujet qui n'a absolument rien à voir pour justement détourner l'attention de l'opinion sur les faits bruts tels qu'on les a documentés. En l'occurrence, cette sortie-là, ou ces sorties de Jean-Michel Blanquer, ils ne viennent pas de n'importe où. Samedi, il y a eu un conseiller du ministre, qui est un conseiller politique du ministre, qui a rédigé une note qu'on appelle note d'éléments de langage, qui a vocation à être diffusée au sein de la majorité pour justement commencer à préparer les arguments de défense de Jean-Michel Blanquer face aux différents articles qui étaient en train d'être publiés chez Mediapart puis chez Libération. Et cette note d'éléments de langage qu'on a pu lire, elle est extrêmement intéressante parce que déjà, dès samedi, il y a les premiers arguments sur un complot qui serait ourdi entre Jean-Luc Mélenchon, Edoui Plenel, l'islamo-gauchisme, l'ultra-gauche, etc. Et l'intervention de dimanche soir de Jean-Michel Blanquer sur RTL, elle est intéressante parce que d'abord, il dit qu'il n'y a rien. Il dit qu'il n'y a rien. Ce qui est quand même surprenant, parce que moi, 2 semaines avant, j'avais eu le ministère qui me disait, écoutez, tout ça est gravissime si c'est avéré, on va ouvrir une enquête, si besoin, on va demander à rembourser les fonds. Le syndicat lui-même s'était engagé, a commencé à s'engager à rembourser une partie de l'argent, 5 000 euros sur 65 000, et la subvention 2020 a d'ores et déjà été suspendue. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Mais l'intervention de BFM du lendemain est encore plus intéressante parce que là, il déroule le tapis aux éléments de langage qui sont des éléments politiques en disant que c'est un complot, que c'est l'ultra-gauche, etc. Encore une fois, ça n'a strictement rien à voir avec l'objet de notre enquête, avec les faits qu'on a documentés et surtout absolument rien à voir avec la position du ministère 10 jours plus tôt. Alors pourquoi? La vraie question, c'est pourquoi il change à ce moment-là de braquet et pourquoi il vrille dans sa communication. Et là où c'est très intéressant, c'est que le matin même, avant d'aller sur BFM, moi je lui adresse des questions. J'écris à Jean-Michel Blanquer, je lui dis écoutez, on va publier une nouvelle enquête et on a des preuves, on a des documents, des témoignages qui démontrent que, contrairement à ce que vous nous avez soutenu depuis 3 semaines, vous êtes en relation et vous avez été en relation directe avec les dirigeants d'Avenir Lycéen pour des projets politiques. C'est-à-dire que le ministère défendait depuis plusieurs semaines le fait qu'il y avait des relations institutionnelles normales comme avec n'importe quelle organisation syndicale, mais que Jean-Michel Blanquer ou son entourage n'avaient jamais échangé avec les dirigeants d'Avenir Lycéen sur des projets politiques. Alors, ce n'est pas vrai. On avait les preuves du contraire et donc j'ai interrogé évidemment Jean-Michel Blanquer pour connaître ses explications et plutôt que de me répondre, il est allé demander la parole à BFM et là il a complètement changé d'axe de défense en nous attaquant d'un coup politiquement et finalement en tournant le dos à ce que son propre ministère nous expliquait quelques semaines auparavant. Et ce mensonge-là sur ces relations politiques, c'est aujourd'hui la clé de l'affaire. Parce que le fil rouge et l'interrogation, la seule interrogation qui vaille dans cette affaire, c'est pourquoi le ministère a mis sous le tapis des alertes dont il avait fait l'objet sur des possibles malversations au sein d'un syndicat qui lui était favorable. C'est la seule question aujourd'hui qui est au cœur de cette affaire, c'est la seule question à laquelle Jean-Michel Blanquer ne répond pas. Aujourd'hui encore, il a répondu aux questions au gouvernement, à 3 questions des communistes, socialistes et de la droite sur cette affaire. Il n'a jamais expliqué pourquoi, malgré les alertes, le ministère n'avait rien fait, mais en plus avait attribué une nouvelle subvention au même syndicat. Donc cette réponse-là, peut-être qu'il ne la fournira jamais. En tout cas, nous, on va essayer d'aller la chercher par nos enquêtes. Merci beaucoup Antione Rouget et sur cette histoire, sur d'autres, mais sur cette histoire aussi, on va te lire très bientôt à nouveau dans Mediapart. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, franchement, je ne sais pas comment vous faites, mais voici ce que vous pourrez lire en vous abonnant. D'abord, cette enquête de Marine Turki qui a duré 1 an et met à jour un fiasco général dans une affaire de pédocriminalité. 13 enfants d'une école maternelle parisienne ont fait état d'abus sexuels et de viols présumés de la part d'un animateur scolaire. Dossier d'abord classé sans suite, Marine Turki réveille les défaillances d'institutions comme la mairie et l'école, mais aussi de la police qui a refusé d'enregistrer des plaintes. Écho de la chasse aux réfugiés dont nous
nous avons parlé en début d'émission. Nicolas Cheviron et Elisa Périguer racontent comment des migrants secourus en mer par des gardes-côtes turcs accusent la marine grecque de les avoir refoulés vers la Turquie sur des radeaux de sauvetage sans moteur après avoir coulé leur embarcation. Une pratique fréquente dénoncée par de nombreux observateurs qui pointent la responsabilité de l'Union européenne. Plus réjouissant à présent et toujours en Europe, en Espagne cette fois, Ludovic Lamant a rencontré à Madrid Irene Montero, ministre de l'égalité du gouvernement espagnol numéro 2 du parti de gauche Podemos. Elle détaille son projet de loi sur la liberté sexuelle et assure que le féminisme est devenu le mouvement de transformation le plus puissant qui existe dans le monde. Sur le site, vous pouvez d'ailleurs lire un autre article passionnant de Ludovic, comment les quartiers populaires de Madrid s'organisent face au Covid pour pallier les défaillances des pouvoirs publics. Voilà, à l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonne soirée.